large somme, faire de la recherche sur le lait, premier aliment de la vie, qui regorge d'éléments fantastiques, anti-stress, sur la prévention du diabète, etc. Donc, sur l'innovation et sur la RSE. Il faut s'approcher, il faut pas oui, on va se parler autour. Oui, vous êtes donc une éminente microbiologiste, vous êtes experte en microbiologie alimentaire. Pendant votre carrière, vous avez produit énormément de connaissances scientifiques qui vous ont permis de renforcer la sécurité sanitaire des aliments, tout en renforçant également le lien entre la recherche fondamentale et les professionnels, les milieux professionnels de toutes les filières. Et donc c'est pour cette raison en particulier que l'Académie d'agriculture de France. On va essayer de faire le maximum pour tenir le temps parce que je dois d'ores et déjà m'excuser. À 17 h, je vais devoir partir pour une autre cérémonie de remise de médailles à laquelle l'Académie d'agriculture de France participe. C'est Graines d'agriculteurs. On est en partenariat avec le Crédit Agricole sur la section diversification, donc des problématiques agricoles. Et comme c'est au quai de la Râpée, voilà, ça va, et c'est à 17 h 30. Donc voilà, je vous prie de m'excuser et je vous partagerai le cocktail tous ensemble. Voilà. Merci. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la séance solennelle de rentrée académique de l'Académie d'agriculture de France, dans cette magnifique salle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, donc la salle Gambetta. Merci au ministère de l'Agriculture. Et donc, je voudrais donc d'une part dire les présentations. Donc, Madame la vice-directrice, vice-présidente, excuse-moi Claire, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, Valérie Baduel, Madame la secrétaire perpétuelle, messieurs, dames les invités. Donc on a des invités au titre des académies, Académie de Fermessis par exemple, Catherine Regnault-Roger, mais également des gens de Chili-Magrin qui sont présents. Je pense aux présents parce qu'il y en a d'autres qui sont annoncés qui, à ma connaissance, ne sont pas encore là. Donc Patrick Tornet, voilà, et votre collègue. Et donc, tous les j'ai pas sous les yeux, excusez-moi, mais voilà, donc je suis extrêmement ravi de vous compter parmi nous. Donc, le programme de cette journée va être intense, donc, puisque Valérie Baduel, au titre du Conseil général, va nous présenter donc son regard sur les questions agricoles et agronomiques aujourd'hui. Je voudrais dire à ce titre-là que nous avons rencontré avec Chantal Gasquel, la secrétaire perpétuelle, Alain Molinier, au mois de juin, et donc on a commencé à engager, on va dire, des interactions assez fortes avec le Conseil général, et je suis content que Valérie soit à nos côtés pour s'exprimer et donc continuer, on va dire, ces échanges. Et puis ensuite, on aura 3 présentations sous forme d'entretien, qui correspondent à 3 grands rapports que nous avons publiés cette année. L'un sur l'un qui était en collaboration et en partenariat avec l'Académie des technologies, donc sur quelle contribution atteindre de la biomasse dans la transition énergétique. Donc la personne qui sera interviewée, c'est Jean-Luc Perron, qui est donc le secrétaire de la section forêt et bois. Ensuite, l'élevage intensif en France peut-il être durable? Donc c'est une question particulièrement d'actualité. Quelle conciliation entre producteurs, citoyens et consommateurs? Donc c'est Philippe Cheminot qui sera interviewé. Et enfin, pour une gouvernance foncière agricole rénovée, intégrée et décentralisée. Donc le rapport va apparaître très prochainement, il y a déjà eu de la communication, et c'est Marie-Claude Morel qui sera interviewée. Puis Chantal présentera le compte rendu d'activité 2024-2025 de notre académie, et elle nous parlera aussi des éléments du schéma stratégique lors de son intervention, et ensuite on passera au moment sympathique, c'est-à-dire à la remise des récompenses de notre académie.
Juste en introduction, je ne vais pas dire grand-chose, mais vous avez pu remarquer que cet été a été particulièrement marqué pour le monde agricole et qu'on voit bien que ce soit au niveau géopolitique, au niveau politique mondial, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine agricole, la complexité et la complication sont d'actualité. Et donc, en fait, personnellement, donc, en tant que président, je trouve que c'est une très grande richesse. Alors, on peut être inquiet, on peut être anxieux par moments, mais je trouve que c'est une très grande richesse et c'est d'autant plus une grande richesse que la diversité de regards sur ces questions que l'on voit dans les communautés humaines et donc chez les citoyens français, par exemple, les citoyennes, on la retrouve très très bien au sein de notre compagnie. Et donc c'est une grande richesse qui va nous faire avancer et qui nous a fait déjà avancer. Voilà. Pour le reste, Chantal vous expliquera un petit peu tout ce qui s'est passé cette année à l'Académie et tout ce qu'on prévoit pour la prochaine année. Donc je suis ravi d'avoir autour de moi donc, Chantal Gascuel, la présidente de l'an dernier qui est encore vice-présidente Marion Guillou, donc le futur président, donc vice-président, donc Georges-Henri Florentin, et le trésorier perpétuel, donc, qui est très important pour l'Académie. On attend de lui énormément, Patrice Robichon. Merci. Donc, je vais laisser la parole donc, à Madame Valérie Baduel, donc, comme je l'ai dit, vice-directrice du CG, vice-présidente, j'ai du mal, pardon, vice-présidente du Conseil général. Merci beaucoup Michel, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire perpétuelle, Madame la Vice-présidente, Monsieur le futur Président, on sent que tout est bien géré ici, tout est bien préparé, c'est parfait. Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un très très grand honneur pour moi de représenter la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire lors de cette séance solennelle. Et c'est également un très très grand plaisir parce que pour moi c'est en tant que vice-présidente du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, c'est une très très belle opportunité pour échanger sur les liens entre le CGER et l'Académie. En premier lieu, en tant que représentante de la ministre, il me paraît essentiel de souligner l'importance particulière qu'accorde le gouvernement à plusieurs priorités dans le secteur qui nous occupe. 1. Le renforcement de la souveraineté alimentaire, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Nous devons assurer aux consommateurs qu'ils bénéficient d'une alimentation saine, sûre, durable, diversifiée et nutritive. Deuxième enjeu, le renouvellement des générations, avec une exigence, un besoin d'augmentation importante du nombre d'apprenants dans l'enseignement agricole, ainsi que la mise en place d'un dispositif rénové en matière d'accompagnement à l'installation et à la transmission des exploitations. Troisième enjeu, l'accompagnement à la transition environnementale et climatique des agriculteurs, des agricultures et des filières. Cet objectif concerne à la fois les filières ou les productions alimentaires que les productions non alimentaires, avec un enjeu d'équilibre entre elles et un enjeu également d'équilibre entre souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique. Et de façon générale, l'enjeu majeur de renforcer notre capacité à anticiper et à faire face aux crises de toute nature, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques, voire liées à des ingérences étrangères. Dans ce cadre-là, sanitaire, la ministre a lancé en début d'année les assises du sanitaire animal, dont l'objectif est de définir collectivement l'organisation sanitaire de demain. L'apparition sur notre territoire de la dermatose nodulaire contagieuse et les réactions que sa gestion suscite illustrent la nécessité et l'urgence de ce chantier. Revenir sur l'enjeu de la sécurité. La souveraineté alimentaire, la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations, son
sinon l'OSARGA, publié le 25 mars dernier, prévoit l'élaboration par les filières d'une stratégie à horizon de 10 ans, ainsi que l'organisation en 2026 de conférences de la souveraineté alimentaire. On voit également qu'une synthèse de ces travaux doit être présentée lors d'une conférence nationale. Le lancement de ces travaux est imminent. Concernant le renouvellement des générations, la même loi a fixé un objectif très ambitieux d'augmentation de 30% du nombre d'apprenants dans les filières agricoles et agroalimentaires. La rentrée 2025 dans l'enseignement agricole s'inscrit donc dans cette ambition et nous sommes en pleine actualité. L'actualité est également marquée bien évidemment par la négociation du prochain cadre financier pluriannuel européen et tout particulièrement de la future politique agricole commune. La ministre qui participait lundi à Bruxelles au Conseil Agripêche a fait part de sa profonde incompréhension sur les montants alloués aux agriculteurs français dans la proposition de budget de l'Union européenne 2028-2034. Elle a indiqué qu'elle considérait qu'ils apparaissent en décalage avec les déclarations de la Commission sur l'importance stratégique du secteur agricole pour notre souveraineté. Les ministres de plusieurs autres États membres ont également manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la proposition qu'a faite la Commission. Les négociations sur les accords de libre-échange, notamment le Mercosur, les règles applicables aux produits importés, avec la question des clauses miroirs, et l'évolution des droits de douane, un sujet d'actualité récurrente, d'innovation de la part du président des États-Unis, constituent également autant de sujets de préoccupation majeure de la ministre et de ses services. Dans ce contexte, la mission de l'Académie d'éclairer la société et les décideurs dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement revêt une importance particulière, essentielle. Les objets des rapports que vous avez publiés cette année me semblent parfaitement démontrer à la fois la pertinence de votre analyse et l'actualité de ce que vous identifiez comme enjeux stratégiques. Alors vous en avez cité, Monsieur le Président, qui vont être présentés tout à l'heure, donc biomasse, foncier et élevage intensif, durabilité de l'élevage intensif. Mais vous avez également travaillé sur la transformation des systèmes alimentaires et les partenariats avec l'Afrique. Et puis vous avez également travaillé sur la charte éthique de l'expertise académique. Et je pense que tout cela est absolument essentiel. Et je me réjouis d'ailleurs de pouvoir assister à la présentation de ces trois rapports dans quelques minutes. Monsieur le Président, lors de votre installation en janvier, vous avez indiqué les questions sur lesquelles il vous semblait qu'il était nécessaire que l'Académie se penche. Vous avez, je le dirais bien beaucoup moins bien que vous, mais vous avez identifié ce que je qualifierais de conciliation, de défi de conciliation d'enjeux de production agricole, de préservation de l'environnement, de conservation de la biodiversité, avec des interrogations que vous avez soulevées sur les priorités respectives à donner à la préservation du climat, des sols, de la biodiversité, à l'alimentation, à la santé humaine, à la dynamique financière et économique. Autant d'enjeux absolument cruciaux et de questions sur lesquelles nous aussi, au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, nous nous appliquons à apporter des éléments de réponse. Le motto de votre académie, réfléchir, expliquer, éclairer, sonne à mes oreilles de vice-président du CGER de façon extrêmement familière. Vous avez indiqué qu'il faut qu'on travaille sur nos liens, c'est bien mon intention. Donc j'en profite pour présenter de façon très très rapide un peu ce que sont les missions et le fonctionnement du CGER, qui permet d'améliorer notre connaissance mutuelle. Nous sommes l'instance de conseil stratégique du ministre en charge de l'agriculture et donc à cette fin nous devons participer à la conception, à la définition, au contrôle et à l'évaluation des politiques publiques portées par le ministre et le ministère qui ont un champ de ces champs d'activité. Pour ça nous conduisons des missions de conseil, d'évaluation, prospective, d'expertise, appui, audit, inspection, contrôle, médiation, que ce soit au niveau national surtout, mais également au niveau international.
Alors, on ne va pas oublier, parce que c'est aussi quantitativement important et qualitativement fondamental, on assure aussi ce qu'on a la présidence de très nombreux jurys, jurys de recrutement des agents, des fonctionnaires du ministère et beaucoup de jurys aussi dans l'enseignement agricole. Et les 5 hauts fonctionnaires qui travaillent pour le ministère, numérique agricole, handicap, égalité, diversité, développement durable, il y en a 5, sont des membres du CGR. Alors nous ne nous auto-saisissons pas, à la différence de votre académie. Nous agissons sur saisine du ministre de son cabinet ou d'autres ministères lorsqu'ils en ont la compétence, ou du Premier ministre. C'est notamment le cas depuis le transfert de la compétence forêt à la ministre Agnès Pannier-Runacher. Nous ne nous auto-saisissons, comme je le disais, nous ne nous auto-saisissons pas, et mon souci et mon ambition, c'est vraiment que nos travaux soient le plus utiles possible. Et pour être utile, il me semble qu'il est très important que nous assurions une très bonne objectivation des données dans des discours, dans un contexte de discours qui parfois sont un peu brouillés avec de la contre ou de la désinformation. L'écoute des parties prenantes, ça va être partie aussi extrêmement importante de nos missions. L'analyse la plus impartiale possible et en proposant des actions les plus opérationnelles qui nous paraît possible également. On a des missions très courtes, de plus en plus, des missions flash, des missions d'appui à préfet, mais également des missions un peu plus longues qui en général prennent 6 mois pour une analyse approfondie. Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, c'est l'une des 9 inspections générales qui a été créée, cadrée en 2022 dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique, donc avec notamment l'inspection générale des finances, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale du développement durable, l'administration. Donc, en application de ces dispositions, nos membres doivent travailler de façon indépendante et je dois assurer que les travaux respectent les exigences de qualité et d'impartialité. L'autre élément aussi qui me semble intéressant de porter à votre connaissance, si vous ne le savez pas déjà, c'est que grâce à cette réforme de 2022, nous pouvons recruter des profils beaucoup plus diversifiés qu'autrefois. Des gens en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière, comme ça a toujours été le cas, et puis des gens de tous les horizons, que ce soit public ou privé, de beaucoup d'autres ministères. Donc c'est très intéressant. Voilà. Donc vraiment, comme vous, le vivant est au cœur de nos activités, et comme vous, nous avons l'ambition d'aborder les choses de façon la plus systémique possible. D'ailleurs, je salue aussi les travaux que l'Académie conduit avec les autres académies. Vous avez cité, Monsieur le Président, la présence et la participation de nos académies. Je pense que face à la complexité des problèmes que nous avons à traiter et leur aspect systémique, excusez-moi de me répéter, ces approches pluridisciplinaires et ces croisements de regard me paraissent absolument essentiels. Donc, je vous invite à poursuivre ces échanges, mais je sais que vous n'avez pas besoin de mon soutien pour le faire. Voilà. Donc, nous avons des thèmes de travail qui sont très proches des vôtres, notamment la biomasse, qu'on a travaillé en 2023. Et donc, il me paraît, pour conclure, absolument évident que nos institutions ont vocation à renforcer leur complémentarité. Je vois d'ailleurs dans l'assistance quelques membres actuels ou passés du CGR, que je salue. Et je conclurai mon propos en rendant de nouveau un bel hommage à votre académie et surtout un bel hommage à l'engagement des académiciens, puisque comme nous, vous êtes une entité qui ne fonctionne que par les hommes et les femmes qui s'y dédient. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaite bonne poursuite de vos travaux. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, on va être amené à continuer à discuter, comme ça a été initié par Alain, donc juste au mois de juin, avant qu'il te passe les rênes du Conseil général, et effectivement, j'en suis absolument ravi pour les années futures. Et comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de membres du Conseil général au sein de l'Académie, donc
et je pense que ça va continuer. Je te remercie vivement. Donc maintenant, on va passer justement à la présentation des rapports. Tu as dit que tu y étais très intéressé. Et donc, je vais passer la parole à Philippe Prévost, qui va donc procéder à l'interview de Jean-Luc Perron pour le rapport sur la biomasse. Donc, ça va être fait sous forme d'interview. C'est une première dans le cadre de nos séances solennelles. À toi, Philippe. Bien, merci. Effectivement, on innove en termes d'animation pour présenter les principaux travaux de l'Académie et surtout les travaux des groupes académiques ou interacadémiques. Alors effectivement, sur la biomasse, c'est un groupe interacadémique, donc il y aura une petite question là-dessus. Notre secrétaire perpétuel présente le rapport qui est diffusé actuellement. Donc, 3 petites questions. On a quelques minutes, hein, Jean-Luc, donc je ne te présente pas puisque le président t'a présenté. Trois petites questions avec 3 grandes réponses, mais dans un temps très limité, puisqu'on a 5 ou 6 minutes. Une plutôt autour de l'intention du groupe, une plutôt autour de votre production, le cœur de votre production, et puis une plutôt autour des recommandations et des interactions avec votre académie. Donc, première question, Jean-Luc. À quelle problématique vous avez souhaité répondre dans votre rapport et avec quelle intention au départ? Oui, eh bien, la biomasse, en fait, notamment à vocation énergétique. Il faut le monter. Pardon. Oui, il est grand. La biomasse, notamment à vocation énergétique, donc est au cœur de grands enjeux stratégiques qui sont aussi au cœur de politiques publiques importantes, donc comme la programmation pluriannuelle de l'énergie ou la stratégie nationale bas carbone, hein, qui sont en perpétuelle effervescence. Le rôle qu'on attend de la biomasse est très fort en fait, puisqu'il s'agit rien de moins que de décarboner une grande partie de nos activités. Et ceci ne se fait pas sans contraintes qui sont nombreuses. Donc il y a des contraintes de gestion des ressources naturelles renouvelables, donc de renouvelabilité et de durabilité. Il y a des contraintes liées à des priorités d'usage alimentaires ou matériaux, suivant qu'on s'adresse aux produits agricoles ou aux produits forestiers. Également, il faut prendre en compte le fait que certains procédés de technologies énergétiques nécessitent eux-mêmes l'utilisation d'énergie, donc il faut raisonner en termes nets et non pas en termes bruts. Donc il y a derrière aussi le maintien de stocks de carbone dans la biomasse et dans les sols, donc qui sont importants à prendre en compte. Et puis toutes les questions de la préservation de la biodiversité des eaux et encore une fois des sols qui ne sont pas que des réservoirs de matière organique, hein, qui sont aussi qui contiennent aussi des nutriments et des processus écologiques. Par ailleurs, donc, on ne peut pas trop compter sur les importations parce que finalement le problème auquel on est confronté, tous les pays y sont plus ou moins confrontés. Et puis parmi les solutions possibles, il y a les cultures intermédiaires à vocation énergétique sur lesquelles il semble y avoir beaucoup de possibilités, mais quand même un certain nombre d'incertitudes aussi pour réellement les mettre en œuvre. Donc ce potentiel global de la biomasse a été étudié par pas mal d'analyses, dont certaines apparaissent un peu optimistes, y compris dans les bases des politiques publiques précédentes, comme la SNBC2, etc. Et donc, ce qui apparaît sans y réfléchir beaucoup, c'est qu'il y a une insuffisance en fait de biomasse, une tension, une rareté de la biomasse par rapport à ce qu'on en attend. Donc le rapport a essayé de fouiller un petit peu dans une première partie ce genre de choses et dans une deuxième partie tenir compte de la rareté de la biomasse et des conséquences en tirer pour essayer de mettre des priorités d'usage en fait.
Merci. Alors justement, sur le diagnostic, vous avez dit attention à la diversité des usages de la biomasse. Et donc, dans votre deuxième partie, qui est une partie essentielle de votre rapport, c'est que vous allez travailler sur une méthode, voire sur des outils, pour pouvoir faire des propositions vraiment réalistes sur l'allocation de la biomasse à ses différents usages. Tout ça dans une perspective de décarbonation de l'économie. Vous avez parlé d'un outil de jumeaux numériques. Donc, vous avez tous entendu parler de jumeaux numériques, mais on ne s'attendait pas trop à cet outil pour votre proposition de méthode. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, ben, il y a derrière une certaine modestie de la méthode qui a été mise en œuvre, effectivement, parce que cette méthode est assez systématique, assez fouillée et travaillée, mais elle reste quand même un peu fruste. Et donc l'idée de proposer à la fin des jumeaux numériques, c'est pour améliorer la méthode qui a été mise en œuvre dans le rapport. Alors il ne faut pas pour autant la rabaisser. Elle aboutit quand même à un certain nombre de propositions et aussi à des éléments de réflexion en fait sur la façon de hiérarchiser les usages de la biomasse. Donc grossièrement, cette méthode prend donc la méthode actuelle et non pas les jumeaux numériques qu'il est proposé peut-être auxquels il est proposé de réfléchir aux jumeaux numériques sur lesquels il est proposé de réfléchir par la suite. La méthode regarde les différentes sources de biomasse à vocation énergétique et les différents usages qu'on peut en faire. Et donc, certains usages, ces usages doivent être décarbonés. On regarde quelles sont les sources de biomasse qui pourraient permettre de le faire. S'il n'y a qu'une seule source de biomasse pour décarboner ces usages, eh bien, il faudra lui donner une certaine priorité, faute de quoi on sera privé de l'usage en question. S'il y a plusieurs sources, on pourra comparer les diverses sources de biomasse pouvant être substituées à l'usage initial. Et les comparaisons se font en fonction des émissions qui peuvent en résulter et du coût également des différentes solutions. Voilà, donc on arrive à par exemple, un exemple, les réseaux de chaleur qui utilisent de la biomasse solide, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas utiliser d'autres sources, par exemple des pompes à chaleur ou fondées sur des pompes à chaleur ou des choses comme ça, ce qui permet donc d'établir un certain nombre de priorités tout en tenant compte quand même de toutes les contraintes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc en fait, si on en revient aux jumeaux numériques, il ne faut pas avoir en tête que ça serait un outil presse-bouton dont il suffirait d'appliquer les résultats. Non, c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps dans les bases de calcul au départ et améliorer aussi la partie calcul et comparaison de méthodes pour fixer les priorités. Mais ensuite, ça doit être quand même tempéré pour tenir compte de certaines contraintes de durabilité, des contraintes sociales, etc. Merci. Et pour terminer, vous terminez votre rapport par un certain nombre de recommandations, tout aussi pertinentes les unes que les autres, évidemment. Et vous irez les lire sur le rapport, mais je pense que peut-être pour terminer l'interaction avec l'Académie des technologies, en quoi ça a été un vif intérêt pour la production que vous avez faite et l'impact que ça a eu sur vos recommandations. Alors l'intérêt du travail interacadémique, il a déjà été plus ou moins présenté par Madame la vice-présidente, je vais dire, et j'ajouterais qu'au-delà du travail interacadémique, il y a un travail entre les académies et les inspections générales, puisque le rapport sur la biomasse des 3 inspections générales, dont le CGAER qui a été fait, a été très largement utilisé, et parmi les études, ça a lui semblé être le meilleur de ce qui a été utilisé là-dedans. Donc effectivement, c'est les intérêts de l'interdisciplinarité, le fait de croiser les regards,
de se forcer à adopter un autre point de vue que celui qu'on avait et donc à mettre un peu d'eau dans son vin forcément à certains moments, mais aussi de s'enrichir en fait avec la vision que les autres ont du même sujet. Donc c'est vrai que si l'Académie d'agriculture seule avait envisagé de travailler sur la biomasse, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment abordé le cas des carburants d'aviation, par exemple, sur lequel il y a effectivement une tension très forte et pas beaucoup d'alternatives autres que la biomasse, justement pour résoudre le problème. Voilà, ce qui a donné lieu au sein du groupe à un certain nombre de discussions, mais qui étaient très, très intéressantes. Voilà. Alors il se trouve aussi que dans les académies, il y a des membres qui ont plusieurs casquettes, enfin disons, qui sont à la fois membres de l'Académie d'agriculture et de l'Académie des sciences, membres de l'Académie d'agriculture et de l'Académie des technologies, mais que ça ne peut pas être le cas de tout le monde, et donc les groupes de travail interacadémiques permettent évidemment de créer des ponts et des liens entre les académies, de balayer plus large, d'avoir une vision plus systémique, comme cela a très bien été dit en introduction. Merci beaucoup Jean-Luc, et puis évidemment ce rapport existe dans toutes les bonnes librairies, c'est ça? Merci Jean-Luc. En ligne. Merci Philippe et Jean-Luc. Oui, il existe bien sûr en ligne et donc Madame la vice-présidente l'a entre les mains juste à l'heure actuelle. Et donc maintenant je vais appeler Damien Schmitt. Damien, tu es là? Voilà. Et donc également Philippe Cheminot. Très bien. Et donc qui va nous parler de ce rapport que nous avons publié suite à une controverse animée par mon ami Jacques Brulet, donc sur l'élevage intensif en France peut-il être durable? Quelle conciliation entre producteurs, citoyens et consommateurs? À vous. Voilà, merci Monsieur le Président. Voilà, comme vous l'avez rappelé, Philippe, vous êtes l'un des principaux coordinateurs de ce rapport qui s'interroge sur la durabilité de l'élevage intensif et les possibilités de conciliation entre producteurs, citoyens et consommateurs. Peut-être juste quelques mots, Philippe, sur vous. Donc vous êtes membre de l'Académie depuis la forme titulaire depuis 2024. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière à l'INRAE, où vous avez été directeur de recherche. Vous êtes actuellement directeur émérite. Vous êtes ancien chef du département physiologie animale et système d'élevage, et également membre du collège de direction de l'INRAE. Donc ma première question, elle sera assez simple, c'est pourquoi avoir fait ce travail sur l'élevage intensif maintenant? Merci, effectivement, tu viens de le dire, la carrière est derrière moi, donc il est temps de faire quelque chose avant de partir définitivement, hein. Même si j'espère que c'est pas tout de suite. Donc c'est le moment ou jamais. Hein. Voilà, c'est vrai aussi pour moi, c'est vrai aussi pour d'autres, parmi les rapporteurs. En fait, personnellement, et je pense que c'est vrai pour tout le monde, il y a longtemps qu'on est persuadé qu'il faut faire évoluer l'élevage vers plus intensif, vers plus de durabilité. Voilà, ça commence à devenir urgent dans la société, on en parle beaucoup, tout le monde le sait. Hein. Voilà. Mais néanmoins, on était persuadé au début de cette démarche que ces élevages intensifs, ils sont indispensables pour l'alimentation de la population et qu'on n'imagine pas pouvoir les remplacer comme ça avec sa photo dans des systèmes dits extensifs. Hein. Voilà, donc je pense que c'est cette question-là qui était à l'origine de ça. Et puis le dernier point, pour quelle raison est-ce qu'on a fait ce travail d'élevage maintenant? C'est parce que Jacques Brulet, qui est dans la salle, hein, qui a lancé ces controverses à l'intérieur de l'Académie, nous a proposé, alors je sais plus si c'était fin 2023 ou début 2024, proposez-nous un thème sur l'élevage. Alors je suis toujours prêt à faire des propositions. Et donc j'ai proposé ce thème qui a été retenu par l'ensemble de la section. Et puis on a constitué un groupe de 9 personnes qui sont les auteurs de ce rapport, de différentes sections. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc je remercie Jacques d'avoir fait cette proposition au départ. Merci. Donc si on passe un peu au cœur de votre travail, pouvez-vous nous indiquer quels sont vos principaux enseignements? Alors bon, il y en a beaucoup, hein, comme pour le rapport précédent, je vous invite à le lire, il fait plus de 70 pages, c'est un peu lourd, des fois on s'endort dessus, mais enfin,
Voilà, lisez-le, je pense. Il y a un résumé exécutif au début pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le sujet à fond, ne souhaitent pas le connaître à fond. Le premier enseignement, c'est la difficulté de définir ce que c'est qu'un élevage intensif. Si je résume rapidement, c'est finalement, on est toujours l'intensif de quelqu'un. Quand on est éleveur, hein, il y a toujours quelqu'un qui est plus intensif ou plus extensif que moi. Donc cette définition, elle n'est pas partagée au niveau national, elle n'est pas non plus partagée au niveau européen. Il y a des définitions différentes. Donc il faut avoir ça en tête quand on lit ce rapport. C'est une appréhension de concept qui est assez difficile. Le second, et alors ça a été vraiment frappant, la divergence croissante entre production nationale et puis consommation. La production stagne, voire baisse, la consommation stagne, voire augmente et se diversifie. Et ça, quand même, pour nous, pour l'ensemble du groupe, ça a été un danger de se dire, finalement, il y a d'autres secteurs de l'économie où c'est comme ça, dont on parle peut-être plus, mais en élevage, c'est quand même frappant. Si on continue comme ça, finalement, si on veut se nourrir correctement, il va falloir qu'on importe. Donc, il y a quand même un problème de divergence entre ces deux axes. Le troisième enseignement, c'est que, bon, bien sûr, malgré les critiques auxquelles l'élevage est actuellement confronté, hein, qu'on connaît, je ne reparlerai pas ici, cet élevage, il continue, comme depuis des millénaires, hein, depuis la domestication, le néolithique, et voilà, qui est une période aussi absolument extraordinaire d'inventivité, il continue à rendre des services à l'agriculture, à la société, à la fois dans les trois piliers de la durabilité, le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Hein. L'élevage a des contributions positives, il faut quand même le rappeler, et ça a été mentionné dans le rapport. Le quatrième, c'est que quand même, malgré ça, pour la plupart des productions, il y a quand même un problème de durabilité. Les élevages intensifs actuels ne nous semblent pas durables, mais ils peuvent le devenir. Alors c'est après la cinquième conclusion, c'est que enseignement, c'est qu'on a identifié dans notre rapport un certain nombre de pistes qui vont dans le sens de plus de durabilité. Les premières pistes, c'est des pistes sectorielles, on va dire, espèce par espèce. Hein. Chacune des espèces intensives sont capables de faire des progrès de durabilité, mais à moyen et long terme, il y a quand même une intégration soit des différentes espèces, soit des animaux et des cultures qui sera indispensable si on veut aboutir à des systèmes durables vraiment sur le long terme. Cette approche systémique, elle doit être faite évidemment au niveau de l'exploitation agricole d'abord, mais aussi au niveau des territoires, que ce soit des élevages de proximité avec des cultures, ou que ce soit peut-être à plus grande distance entre régions. Enfin, le dernier enseignement, c'est que ces évolutions ne se feront que si tout le monde s'y met, autour d'un consensus à propos de l'élevage et des modes de consommation de produits animaux. C'est pas nouveau non plus, il n'y a pas que l'élevage dans ce cas-là, mais en fait, c'est aussi très en interaction avec la société. Merci. Donc votre rapport, au-delà de poser des définitions, des enjeux et des enseignements, vous allez plus loin, vous faites également des préconisations. Quelles sont, si vous voulez, les difficultés que vous voyez à la mise en œuvre concrète de ces dernières, ou peut-être plus largement les questions qui sont restées sans réponse? Oui, alors, nous on a identifié 3 difficultés majeures, comme ça, pour la restitution d'aujourd'hui. La première, c'est en fait comme dans d'autres secteurs économiques, c'est ce que je disais à l'instant, comment faire pour générer des consensus entre les producteurs, les consommateurs et les citoyens. Sachant que, évidemment, en ce qui concerne les citoyens, chacun a un morceau du cerveau qui est producteur et un morceau du cerveau qui est citoyen. Les consommateurs aussi, ils ont un morceau du cerveau qui est dans citoyen et l'autre qui est consommateur. Et donc cette genèse, cette génération de consensus, elle est quand même pas facile. Hein. Et c'est pas non plus spécifique à l'élevage. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de dissensus actuellement dans la société. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est la base de tout, et on ne voit pas encore très bien comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver. Hein, bien sûr. Le deuxième, c'est la difficulté de passer par-dessus ce que nos collègues économistes appellent le verrouillage technologique. Dans la plupart des cas, ces élevages intensifs, ils sont très dépendants d'intrants extérieurs, ils sont localisés dans certaines régions, ils sont associés à des industries d'amont et d'aval dont ils dépendent et qui dépendent elles-mêmes de ces élevages.
sortir de ce verrouillage technologique qui est assez facile finalement, c'est une difficulté majeure. Il va falloir sans doute faire en sorte qu'on sorte de cette spécialisation qui a été celle des 40 ou 50 dernières années. Et puis enfin, bon, il y a une question de chemin de la transition. Il faut travailler sur les chemins de la transition. Comment est-ce qu'on va essayer d'arriver à faire cette transition? Quelle politique publique mettre en œuvre pour appuyer cette transition, sans laquelle, s'il n'y a pas de politique publique pour l'appuyer, je pense qu'on n'y arrivera pas. Hein. Ce n'est pas uniquement par les bienfaits du marché qu'on y arrivera. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Et, voilà, je vous rappelle que le rapport donc, sur la durabilité de l'élevage intensif est disponible sur notre site internet dans la rubrique avis et publications. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Chantal Chaumel, ainsi que Marie-Claude Morel, qui a coordonné ce magnifique travail sur le foncier. Voilà, donc on vous présente ce troisième rapport. Donc Marie-Claude, comme l'a dit Michel, a coordonné et écrit ce rapport, et c'était pas une mince affaire, voilà. Mais parce que justement, on a eu une approche systémique, mais Marie-Claude va nous expliquer ça. Est-ce que tu peux nous dire comment, dans quel contexte et dans quel but a été initié ce rapport, comment les travaux ont-ils été conduits, et avec quel profil, en fait, d'experts vous avez eu le recours? Oui, au départ, il s'agissait d'une initiative de la section 4, sciences humaines et sociales, prise à l'automne 2022. Et à ce moment-là, le pouvoir politique a lancé un projet de nouvelle loi sur l'avenir de l'agriculture. Ce projet, après maintes tribulations, a fini par aboutir à la fameuse loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations au mois de mars de cette année. Donc il y a deux démarches qui sont concomitantes, qui sont loin d'être parallèles et bien sûr qui sont totalement interdépendantes, même si bien sûr il y a des relations quant à certains objets d'étude. Mais il est certain que notre rapport aborde les questions de gouvernance d'une autre manière que le seul angle du renouvellement des générations, de la transmission des exploitations. Notre thème concerne la gouvernance du foncier agricole dans son fonctionnement, dans ses finalités, ce qui implique de prendre en compte l'ensemble des dimensions d'un foncier qui est multifonctionnel, qui est le socle de fonctions diverses et d'usages concurrents. Ce qu'on appelle le foncier, c'est un fonds de terre d'abord, un bien immeuble, objet d'appropriation, qui se transmet, se loue, se vend. C'est sous l'angle juridique, mais c'est aussi une terre, un sol, à la fois une surface et une matière, support de la production agricole et d'un ensemble de fonctions essentielles, la production de la biomasse, le réservoir et l'épuration de l'eau, l'habitat de la biodiversité, le stockage du carbone, etc. Il s'agit donc d'une ressource qui est irremplaçable et qui est d'importance stratégique pour nous tous et qui requiert de ce fait un mode de pilotage coordonné de l'action publique, de manière à pouvoir réaliser un ensemble d'objectifs qui soient débattus et définis collectivement, c'est-à-dire par l'ensemble des acteurs et des usagers concernés. Par rapport à ces enjeux de gouvernance du foncier, le groupe de travail s'est voulu une force d'analyse et de proposition. D'analyse en dressant un état des lieux conduit de manière interdisciplinaire. Le groupe de travail était animé par un juriste, Hubert Boss-Platière. Il comprenait d'autres juristes, des économistes de la section 10, des sociologues, des historiens et une géographe donc,
qui ne coordonne pas, mais qui a été, si vous voulez, un peu la roue de secours de ce groupe. Et puis, ce groupe s'est voulu à l'écoute des attentes du monde agricole et rural. Monde agricole représenté au sein même du groupe par un confrère de la section 1, mais surtout, les attentes, nous avons essayé de les recueillir grâce à des entretiens avec la profession agricole, les 3 grands syndicats, les élus territoriaux et aux divers niveaux de l'organisation territoriale, également des experts, des notaires, des géomètres, des urbanistes. Et l'ensemble de ce travail a été mis en débat au fur et à mesure où nous avancions lors de 3 séances publiques de l'Académie, en mars 2023, mai 2024 et encore cette année en mai 2025, et chaque fois en associant donc des experts extérieurs. Et ces entretiens ont été rassemblés sous forme de retour d'expérience dans un tome 2 de ce rapport. Mais ce rapport a surtout, je crois, pour intérêt de présenter un ensemble de propositions, la dernière partie, qui est la plus développée, et qui répond à ce titre pour une gouvernance du foncier agricole rénovée, intégrée et décentralisée. Un rapport qui a été soumis à la discussion au sein du groupe de travail, qui a été soumis aux remarques du bureau de l'Académie, ainsi qu'aux sections. Alors, maintenant, on a envie de savoir justement quels sont les constats principaux que vous avez faits sur cette gouvernance foncière et quel est le diagnostic qu'a porté le groupe de travail face à ces constats. Oui, nous avons essayé de repérer ce qui ne marchait plus dans le mode de régulation foncière qui a été fondé par le système de la cogestion au début des années 60 dans le cadre des grandes lois d'orientation. Donc ce système qui reposait sur 3 piliers que tout le monde connaît ici, le statut du fermage remontant à 1946, le contrôle des structures et la création des affaires. Mais il se trouve qu'entre-temps, on a changé d'époque. Et probablement aussi, même si on le dit à pas feutré, de modèle agricole. Pour quelles raisons? Eh bien, d'abord parce qu'on a vu les structures d'exploitation évoluer, se diversifier. On a vu la montée en puissance d'une agriculture de firme à côté de l'agriculture familiale. Donc on a vu le développement de formules sociétaires qui dissociaient capital de production et patrimoine foncier dans le cadre de nouveaux modes de portage du foncier extrêmement complexes. C'est tout cela qui a retenu notre attention. Et ces structures, elles fonctionnent à côté d'une agriculture familiale composée de petites, moyennes et grandes exploitations, beaucoup plus, disons, plus familières à nos regards. À propos de regard, ce qui a changé, c'est évidemment le regard de la société sur son agriculture, avec l'expression désormais de nouvelles demandes qui concernent la production de biens agricoles et alimentaires sains et de qualité, comme Madame la Présidente du CGER l'a rappelé, et les mots-clés que vous avez au tableau, agriculture, alimentation, environnement, résument bien sûr ce nouveau regard de la société qui attend beaucoup de son agriculture, peut-être trop que par rapport à ce que les agriculteurs peuvent apporter aujourd'hui. De ce fait, la puissance publique a réagi et a dû élargir les visées de la régulation foncière pour prendre en compte toutes ces demandes, notamment les implications environnementales et surtout pour préserver une ressource foncière convoitée et en partie gaspillée ou mal utilisée. Et cela s'est traduit au cours des dernières décennies par un véritable empilement de lois introduisant de nouvelles normes, de nouvelles réglementations. Pensez à tous ces codes qui régissent nos actes, le code rural,
le code de l'environnement, le code des collectivités territoriales, j'en passe. Le code d'urbanisme, ah oui, bien sûr. Bref, une accumulation de dispositifs institutionnels qui ont conduit à une recomposition des instances de la gouvernance foncière, avec une recomposition des commissions, des collèges, je pense au collège de la SAFER, etc. Bref, tout cela a donné une gouvernance extrêmement complexe et fort peu lisible, et une gouvernance en partie obsolète en partie parce qu'elle est trop fragmentée. Donc, malgré de nombreuses recherches d'adaptation, les traditionnels outils de régulation foncière ne sont plus aujourd'hui adaptés. Le statut du fermage est de l'avis de beaucoup de propriétaires fonciers et même d'exploitants dépassé, inadapté. Le contrôle des structures joue un rôle décroissant et donne parfois matière à des contentieux. Et enfin, les SAFER, qui sont pourtant très présentes, sont relativement impuissantes à faire avancer certaines choses. Un tel diagnostic invite, je crois, à engager une remise à plat du mode de pilotage de la ressource foncière, mais il faut bien avoir conscience du fait que c'est toute l'architecture de cette gouvernance qui doit être revue, dans sa dimension juridique, dans ses instances, comme dans ses modalités d'intervention. Elle doit être rénovée. Alors, en effet, les caractéristiques du rapport, ça n'est pas seulement de se contenter de faire une mise à plat des constats aussi fins que possible, que fait d'ailleurs, mais c'est aussi de faire des propositions, et donc le rapport fait des propositions assez radicales, je dois dire. Donc Marie-Claude, tu peux nous présenter ces propositions ? Oui, je vais essayer. D'abord en partant d'un préalable sur lequel nous avons voulu fonder notre réflexion et ouvrir des perspectives pour l'avenir. Il nous semble très important, fondamental, de préparer, d'élaborer une vision partagée de l'avenir de l'agriculture, en reconnaissant la place centrale de cette activité dans l'économie et la société, et surtout en soulignant le rôle, le lien fondamental que ces activités ont avec les territoires. Donc introduire cette notion d'échelle. Il nous semble qu'un premier pas a été franchi avec l'article 1er de la récente loi qui met en avant, je cite, la protection, la valorisation et le développement de l'agriculture au nom d'un intérêt général majeur. Eh bien, cet article 1er est en mesure de fonder un nouveau pacte social pour notre agriculture. Mais ça ne suffira pas à régler toutes les questions, tous les problèmes. Il faut avancer vers une gouvernance unifiée autour, c'est ce que nous proposons, d'un document qui serait un document unique et intégrateur, un schéma local de mise en cohérence à l'échelle territoriale, de manière à répondre aux exigences d'une planification unifiée et d'une programmation déclinée sous forme d'objectifs. Un schéma qui serait juridiquement contraignant. Reste à savoir à quelle échelle placer l'élaboration, la délibération sur ce schéma local de mise en cohérence et son application, bien sûr. Et cela revient à poser la question de la décentralisation. À quelle échelle positionner un tel schéma intégrateur? Une échelle, si possible, dotée d'une légitimité démocratique. Les communes sont dans notre pays de taille trop petite, notamment les communes rurales, pour retenir une telle proposition. Et nous avons pensé aux intercommunalités qui sont devenues une réalité de la nouvelle organisation territoriale.
Mais cela pose plus fondamentalement la révision de l'articulation entre centralisation et décentralisation. C'est un thème dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, ce qui revient à poser la question du rôle de l'État et de ses services déconcentrés. Et notamment, c'est tout le débat sur le rôle des préfets. Hein, jusqu'où les préfets doivent-ils intervenir et décider? Là-dessus, nous avons exprimé un avis qui demande la validation de ce schéma local de cohérence territoriale par le préfet. Mais cet avis, s'il est majoritaire, n'est pas unanime et le rapport en fait état des réserves qui ont été exprimées à ce propos. Enfin, nous souhaitons une gouvernance représentative et participative, c'est-à-dire ouverte à l'ensemble des usagers de l'espace rural, ce qui implique un nouveau mode de partage de la délibération et de la décision, une meilleure coordination des instances associant aux agriculteurs les représentants des autres usagers et associant également les opérateurs les plus importants, et je pense bien sûr à la SAFER. Enfin, pour que cette gouvernance puisse fonctionner de manière claire et lisible, il faudrait qu'elle soit simplifiée, c'est-à-dire fondée sur la rationalisation des instruments et des modes d'action. Et je pense là aux instances de régulation de l'accès au foncier, SAFER, contrôle des structures, dispositifs liés à la loi Sympas-Tous, qui remonte à 2022. Il serait bon qu'il existe un opérateur unique pour instruire les dossiers et qui serait amené donc à proposer une autorisation administrative ensuite validée par l'État. Bref, un nouveau mode de fonctionnement qui remplacerait en quelque sorte le contrôle du droit d'exploiter par un contrôle de l'usage des biens, et si possible du bon usage des biens, orienté vers un modèle d'agriculture plus vertueuse. C'est un thème qu'on retrouve dans les 3 rapports présentés ce soir. Eh bien, ces propositions, elles demandent, vous l'imaginez bien, plus qu'un toilettage des dispositifs. Je pense qu'elles demandent l'élaboration d'une nouvelle grande loi foncière. J'ose dire le mot. Une loi foncière qui a été sans cesse différée dans notre pays depuis plusieurs années, alors que certains parlementaires portaient des projets en ce sens. Eh bien, je pense qu'il faudra un jour ou l'autre remettre cela en chantier, et notre rapport a simplement pour souci d'ouvrir des pistes vers cette indispensable rénovation. Voilà, merci. Vous voyez que l'Académie Agriculture de France s'intéresse à des sujets extrêmement différents, les approfondit aussi bien avec les connaissances scientifiques qu'avec les pratiques, l'expérimentation, l'expérience, une très très grande richesse, et moi je me réjouis qu'on puisse collaborer avec le Conseil Général. Je crois savoir que Valérie va nous quitter dans quelques instants, et donc je suis ravi que cette séance solennelle soit le début d'une nouvelle ère donc dans les collaborations entre les vocations de l'Académie qui sont d'éclairer, hein, donc on n'est pas là pour prendre position, on est là pour éclairer, renseigner, donc le débat public, et donc je pense qu'on est tout à fait, comme tu l'as dit Valérie tout à l'heure, chacun à notre place des 2 côtés, et donc on peut faire des choses extrêmement constructives et positives. Merci beaucoup, merci Valérie d'être venue nous présenter le regard du Conseil Général donc sur nos possibles collaborations. Tu peux l'emporter bien entendu, et tu es invité à regarder tous les autres rapports, toi et toutes les personnes qui t'entourent. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Madame Chantal Gasquet, secrétaire perpétuelle de l'Académie d'Agriculture de France, qui va présenter donc le rapport annuel, le schéma stratégique et le regard de l'Académie d'Agriculture sur l'avenir. À toi, ma chère Chantal. Merci Michel. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais c'est un exercice finalement obligé chaque année, puisque chaque année nous présentons ce rapport au ministère de l'Agriculture, qui est notre établissement de tutelle.
Alors, donc, ici, comme beaucoup de personnes ici sont extérieures à l'Académie, je voulais rappeler que l'Académie d'agriculture, c'est 500 membres français et étrangers. Nous avons des membres associés et il y a une dimension internationale qui est vraiment dans la composition même de l'Académie. L'Académie a des profils divers et nous cultivons beaucoup les approches transversales sur des sujets complexes, vous l'avez vu dans les 3 rapports. Et on essaye de bien relier agriculture, alimentation et environnement, d'aller du scientifique jusqu'à la mise en pratique. Donc notre devise, vous l'avez entendu, éclairer la société des décideurs, une passion connaître, une ambition transmettre. Voilà. Alors en janvier 2025, tout en début d'année, comme nous le referons en janvier 2026, on a une séance d'installation, un renouvellement des membres et avec l'aide d'une équipe salariée qui est restreinte. Donc vous voyez la composition des membres qui sont des membres correspondants, puis pour un certain nombre des membres titulaires et extrêmement diverses avec des métiers, voilà, des caractéristiques assez diverses. Ce que nous avons fait le constat en janvier 2025, c'est qu'il y avait une diversité encore mieux intégrée. C'est-à-dire qu'elle est là, mais nous pouvons progresser, notamment en termes de genre et en termes de métier. Chez les titulaires, vous voyez, on a une dominante de scientifiques. Et chez les membres correspondants, comme chez les membres titulaires, on a une attention particulière à la parité. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer dans l'Académie. Notre équipe de permanents, elle est là et elle a permis cette séance. Elle est petite, elle est en renouvellement, mais elle est très motivée. Et puis, les académiciens sont des personnes qui sont extrêmement engagées. Patrice Robichon a fait le compte de l'engagement global. Eh bien, nous donnons tous collectivement quelque chose que de l'ordre de 7000 heures de bénévolat en ne comptant que les engagements collectifs. Donc voilà, une des particularités vraiment de l'Académie. Alors, nous avons défini collectivement 6 axes transversaux. Le premier axe transversal, c'est de nouvelles approches agroécologiques, et nous y avons mis à côté silvo-écologiques, de manière à aborder ces différents écosystèmes, qui sont des écosystèmes gérés par les hommes, et nous avons eu un certain nombre de séances. Alors des séances qui étaient, je dirais, assez pointues, microbiote, holobiote, virus en grande culture, donc un peu de la biologie fondamentale, mais à chaque fois, dans chacune de ces séances, nous avons appris à connaître jusqu'à finalement, par la connaissance, à piloter. On peut aussi signaler un agro-webinaire sur les solutions fondées sur la nature. Alors, le deuxième axe, ce sont les évolutions alimentaires, et j'ai retenu comme fait marquant la dynamique des consommations et les stratégies des acteurs. Nous sommes en pleine, finalement, évolution de la dynamique de consommation, ce qui a été vraiment abordé dans le rapport sur l'élevage intensif. Et il y a eu un thème qui a été balayé pendant toute l'année sur les évolutions alimentaires, qui a touché à la précarité alimentaire, depuis des aspects, je dirais, législatifs, réglementaires, jusqu'à des initiatives en société. Et puis, petite initiative qui est démarrante, qui démarre en toxicologie humaine, pour essayer finalement d'éclairer des... Voilà, on a souvent eu des remises en cause sur certains produits, etc. Faire des fiches académiques, diffuser la connaissance sur un certain nombre de molécules, de produits qui font débat dans la société. Notre troisième thème, c'est les changements climatiques, et nous l'avons un petit peu enrichi en disant on ne peut pas travailler sur le changement climatique sans travailler sur la ressource en eau, sans travailler sur la biodiversité, et mettre ça en lien. On a eu cette année plusieurs séances qui ont touché à l'eau, l'eau et la forêt, l'eau et le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, jusqu'à aller sur une séance qui était ancrée sur le dernier rapport de l'IPBES sur comment faire des synergies entre agriculture, santé, eau, climat, biodiversité. 3 thèmes. Là. Je démonte le matériel du ministère. Voici. Alors, les 3 autres axes, l'axe 4, c'est science, gestion et société, avec des sous-thèmes qui sont assez divers, hein. Société, les femmes en agriculture, les revenus, la compétitivité, les technologies, en regardant les aspects techniques et les aspects d'usage, hein,
agrivoltaïsme, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça pose en termes de formation, d'utilisation, de bilan sur l'efficacité et l'environnement. L'histoire, pour mettre le présent dans une perspective historique, les grandes figures historiques, la philosophie, le vivant, le non-vivant, est-ce que les techniques font bouger cette distinction? Le cinquième axe, c'est l'état et perspective des productions agricoles, sylvicoles, aquacoles et filières associées. Donc je dirais qu'on a un peu redynamisé, remis en valeur les visites. Et sur ces aspects-là, les visites sont essentielles. Il y a eu plusieurs visites sur la filière lin, au sommet d'élevage, sur la filière pruneaux et tomates, sur la méthanisation. Et puis un très beau colloque en fait organisé par l'initiative d'Hervétis sur la vigne vin à l'heure du changement climatique, où on a balayé finalement de la génétique au stress hydrique à la consommation aux nouveaux produits. Alors, vraiment l'idée d'avoir cette filière de manière très intégrée. Et puis le dernier, on a été un petit peu moins en hauteur l'année dernière, on avait été plus ambitieux en 2024, parce que nous avions à l'époque produit le rapport One Health, et l'année dernière on a surtout finalement fait de la valorisation de ce rapport, en particulier en organisant un colloque avec la Fondation One Health. On a quand même eu des sujets autour de la santé des agriculteurs en relation avec les produits phytosanitaires, en regardant sur un grand pas de temps quelles avaient été les évolutions majeures qui avaient été faites. Voilà pour ces axes. Alors j'insisterai sur les présidents qui nous font la joie de proposer un thème. Donc l'année dernière, en 2024, c'était Marie Olliot qui était présidente et elle avait proposé comme thème vers de nouveaux partenariats pour la transformation des systèmes alimentaires entre la France, l'Europe et l'Afrique. Donc ce thème 2024 avait été finalement extrêmement bien travaillé en 2024 et en 2025. Nous avons mis un travail sur une collaboration avec l'AFD, en quoi l'AFD pouvait soutenir ce projet, et 2025 a été aussi une année de valorisation nationale et internationale du plaidoyer. Michel Bron a repris le flambeau sur un autre nouveau thème qui est perte et gaspillage. Il a constitué un groupe de travail et ce qu'il a montré dans les premiers travaux, c'est qu'il y a une grande diversité des chiffres dans tous les rapports. Ce qui est compté n'est pas la même chose dans les différents rapports, et l'importance en fait de voir comment d'unifier en fait ou d'éclairer les différences de comptabilité, et aussi l'idée de repérer des points aveugles qui ne sont pas vus, pas assez vus. Voilà, c'est un petit peu l'idée, mais je te laisserai dire quelques mots si tu le souhaites. Philippe de Guénin est dans la salle, c'est un des coordinateurs des copilotages. Alors ce sont des colloques qui chaque année visent l'exploitation agricole, c'est l'échelle qui est visée, et on regarde la transition de l'agriculture, en particulier à cette échelle. Et en 2025, on a regardé changement climatique et compétitivité, comment les exploitations françaises s'adaptent-elles. Alors on a un format qui maintenant est stabilisé. Le matin, nous avons des cadrages avec des chiffres. L'après-midi, des expériences avec des tables rondes, en essayant de cultiver l'interaction avec la salle. Donc nous avons appris que l'adaptation, elle, est nécessaire, que des systèmes agricoles sont déjà fragilisés, que l'adaptation, elle est coûteuse, elle est technologique et systémique, et qu'il y a une importance à la formation, et qu'il y a une très grande variabilité des systèmes agricoles quant à leur capacité à s'adapter. Ce qui soutient l'idée précédente de la formation et du soutien. Et j'annonce pour 2026, le thème est choisi, les intervenants sont en train de se caler, on est vraiment très avancé. C'est quelle place pour l'agriculture dans le futur bouquet énergétique de la France. Donc c'est un colloque qui est mené en partenariat avec le Crédit Agricole et qui se tient dans leurs locaux. C'est un colloque pré-salon. Alors bien sûr, il y a eu le salon de l'agriculture qui a été juste après. Il y a eu un stand. C'est la deuxième année que nous avions un stand, et c'est toujours un moment particulier, tant en interne qu'en externe. En interne, parce que les académiciens construisent des jeux, reçoivent du public, ils sont invités dans les différents stands, et donc c'est un moment de lisibilité, de cultiver le partenariat avec les différents acteurs qui sont sur
sur deux champs. Donc un grand merci au Sénécal, bien sûr à Pierre Del Porto et à Marion Guillou qui sont très actifs pour que nous soyons sur le salon de l'agriculture. Alors on a parlé des actions académiques, on a fait avec l'Académie des sciences un colloque sur la forêt et le climat. Nous n'étions pas coordinateurs, mais la moitié des intervenants étaient de l'Académie d'agriculture. Donc on a par notre reconnaissance en termes d'experts une belle interaction avec l'Académie des sciences. On a le colloque de cette académie sur l'antibiorésistance. Il a lieu tous les 2 ans, donc en 2025 nous ne l'avons pas eu, mais il sera programmé pour 2026. Je voulais mentionner aussi 2 colloques du GIDE. Jacques Brûlé est là, il est très impliqué dans le GIDE, vice-président du GIDE, groupement interacadémique pour le développement. Il y a eu au Salon de l'agriculture le prix Jeune Espoir avec des conférences, on a vu les jeunes présenter leurs projets, c'était vraiment très, très, très touchant voilà, de voir cette dynamique africaine dans l'innovation. Et puis il y a eu le colloque en juin dernier, Se nourrir en Méditerranée, qui a été organisé. Et donc notre souhait, c'est vraiment, et le souhait de Michel, c'est d'aller vers encore plus d'interaction avec les autres académies. Nous y travaillons. Alors les groupes de travail, vous en avez eu 3 qui ont voilà, produit des rapports, mais vous voyez, on est à tout stade de maturité. Il y a des groupes de travail qui sont terminés ou à renouveler, vous en avez vu quelques-uns, certains ont conduit à des ouvrages. Il y a ceux qui sont en cours, donc vous les verrez l'année prochaine, sur l'eau, sur les engrais azotés et la nutrition azotée des cultures, sur la PAC, sur la loi Egalim, sur l'agriculture biologique, sur les pesticides. Et puis il y en a des plus récents qui sont plus qu'en gestation, je dirais, la dimension multifonctionnelle de la forêt, le lien académie, enseignement agricole, un nouveau groupe de travail, un groupe de travail sur l'histoire, sur l'intelligence artificielle et puis sur une redynamisation des relais territoriales. Vous voyez, tout ça se décline et se déroule d'année en année. Alors, j'illustre ici par une slide qui m'a été donnée par Caroline, voilà, qui anime, irlandaise, qui anime le groupe de travail, membre associé, qui anime le groupe de travail sur la PAC, et qui m'a souligné le caractère multidisciplinaire, international, avec nos membres associés et holistique du groupe de travail. On est non pas dans une réunion d'économistes, mais bien plus largement. En fait. Une contribution au dialogue stratégique, et il y a une note qui a été publiée, en fait, très, très récemment, une note académique. Je l'ai relue et sortie parce qu'on l'a distribuée à une présidente de commission à l'Assemblée nationale la semaine dernière, qui était très intéressée par cette production. Et on a en cours d'analyse l'analyse des réformes du CFP et de la PAC proposées par la Commission, qui seront analysées d'ici quelques mois en fait. Voilà, c'est sous le contrôle de Jean-Marie Serroni qui est là, qui est aussi très impliqué dans ce groupe. Voilà. Alors un moment très particulier l'année dernière qui a été finalement un travail de longue haleine qui a été mené par Marie-Françoise Chevalier-Louis-Yader et Michel Rieux, ça a été d'animer un groupe de travail sur, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'expertise académique. Donc, ils ont travaillé, comme l'a expliqué Marie-Claude, pour les autres groupes de travail, par des auditions, par la production d'un rapport interne, puis ils ont proposé une charte qui a été mise en discussion des sections et qui a été votée. Et donc, elle sera désormais signée par les intrants, elle est intégrée au règlement intérieur, et elle s'applique à tous. Et qu'est-ce que nous dit cette charte? Elle définit finalement les missions de l'académie, son champ d'expertise. Elle rappelle qu'elle met en valeur que pour l'académie, il y a 2 registres très importants. C'est le respect de la science et la responsabilité sociétale. Et nous avons à mettre les deux en synergie et ensemble en respectant, en ayant bien ces 2 objectifs. Et puis des principes éthiques qu'on essaye vraiment d'appliquer. L'académie n'a pas à dire oui ou non, c'est un lieu de questionnement réflexif. Expliciter les enjeux des uns et des autres, faire des convergences, expliciter les divergences s'il y en a,
Et le principe du contradictoire, s'il y a des divergences, exposer ces divergences et voir la diversité des points de vue des votants. C'est le principe aussi du dévoilement des intérêts dans les groupes de travail. Finalement, on porte une discipline, on porte une trajectoire, chacun des experts académiciens, et dévoiler ses intérêts dès lors qu'il y a un travail est important. Donc voilà, ça a été pour nous un travail un peu introspectif, mais je dirais qu'il peut avoir un intérêt pour la société en général, dans quelques instances où on soit finalement, et on a vu d'autres structures s'intéresser au travail que nous avions fait. Le schéma stratégique, qui avait été le premier schéma stratégique, qui avait été initié par Constant Lecoeur, qui est là, secrétaire perpétuel honoraire, 2019-2024. Il s'agissait de le remettre en chantier, de le renouveler. Donc il y a eu un travail en bureau, dans des groupes de travail de communication, dans le comité territorial, dans différentes commissions. Et maintenant on a un texte qui sera sans doute voté, qui est stabilisé par la commission plénière en décembre, avec les autres votes. Alors, il n'est pas finalement ce schéma stratégique extrêmement différent du premier. Il y a un item qui est nouveau, c'est renouveler l'image de l'académie, accroître sa notoriété. Les académiciens et voilà, ont des métiers autour de la communication et nous ont fait beaucoup de recommandations vraiment intéressantes pour accroître notre notoriété, notre image. Autrement, nous avons mis à jour finalement des thèmes qui étaient antérieurement traités, traités de thèmes en phase avec la société et des besoins futurs par les groupes de travail, avec ces groupes de travail comme mode de travail privilégié, et puis y ajouter, si la temporalité le nécessite, des avis conjoncturels du bureau. Nous avons souligné l'importance de la diversité des recrutements parce qu'on ne peut pas traiter de sujets complexes si nous n'avons pas dans le recrutement des recrutements pluriels, et cela gagne dans la richesse des débats à l'intérieur de l'académie, mais aussi dans la transversalité des productions éditoriales que nous faisons. Nous avons souligné l'importance de l'international avec les membres associés, mais aussi l'importance de notre lien à la jeunesse et aux travaux intergénérationnels. Nous avions hier décerné des prix pour les mémoires de fin d'études, et ce matin des prix pour les jeunes docteurs. C'était des séances extrêmement passionnantes, intéressantes, avec un débat très riche des jeunes, des interventions des académiciens. Vraiment, voilà, c'est un thème qu'on souligne, qu'on ressouligne. Alors, valorisation et diffusion des productions éditoriales. Voilà, on travaille à la refonte du site internet, à une réflexion sur les séances. Ne faut-il pas adopter finalement différents types d'expression orale avec nos différents publics? Et puis nous avons vraiment un comité éditorial renforcé qui travaille sur les notes académiques, sur les fiches encyclopédiques. Ce sont vraiment des supports très importants. Et bien sûr, on est fragile. La pérennité financière de l'académie, elle a un vaste patrimoine, et on essaye d'engager une réflexion stratégique pour stabiliser les financements et en particulier stabiliser les équipes des permanents. Alors, les supports d'information, bon, je pense qu'ils sont nombreux, les académiciens les connaissent, vous qui êtes des invités, vous ne les connaissez pas. J'insiste sur un point, le mensuel, c'est vraiment notre support. On a 50 000 abonnés au mensuel, donc si vous voulez connaître l'académie, abonnez-vous au mensuel, vous recevez une fois par mois une petite lettre qui vous résume finalement ce qui est fait par l'académie. Philippe Prévost, qui était là tout à l'heure, est notre rédacteur en chef. Voilà, j'insiste sur le mensuel, abonnez-vous. Et puis il y a des séances, venez à l'académie, tous les mercredis, c'est ouvert avec des séances, avec des thèmes, vous l'avez vu tout à l'heure, vraiment extrêmement variés. Nous avons des agro-webinaires entre 13 et 14 heures avec l'ATA et l'Agrénium. Nous avons des fiches encyclopédiques, et ça c'est particulièrement utile, en particulier pour la jeunesse, 700 fiches avec voilà, des thèmes extrêmement variés. Les analyses de thèse, bien sûr, nous les avons vues ce matin,
hein, c'est important. Et puis des ouvrages, des recensions d'ouvrages. Alors, les agro-webinaires, je fais un petit point particulier parce que c'était nouveau l'année dernière en 2025, c'est reconduit à l'identique en 2026, un beau partenariat avec l'Agrenium et l'ACTA, et nous avons travaillé sur 5 thèmes, vous les voyez, c'est des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, et ce sont que en webinaire, et c'est 1 heure le midi de 13 à 14 heures, 3 séances sur un thème, voilà, et on a 5 thèmes dans l'année. C'est Constant Lecoeur qui anime cet échange avec les 2 autres organismes. Et puis l'année dernière, Damien est arrivé, ça a été une nouvelle recrue dans Damien Schmitt, dans l'équipe des permanents. Et la mission, c'était de travailler le lien avec la presse, le lien avec les réseaux sociaux, avec les partenaires. Alors, l'académie, voilà, petite photo illustrative et de gaieté, c'est aussi des moments de convivialité, des moments de rencontre. Alors ces moments de rencontre, ce sont des moments de travail, les groupes de travail, les séances, mais ceci, comme aujourd'hui finalement, des moments de récompense. Et il y a toujours beaucoup de gaieté, de fraternité, de convivialité dans l'académie. Et c'est heureux, il faut que ça continue comme cela. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous d'avoir pris un peu de votre temps pour vous présenter. Des prix et médailles. Et donc, alors, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses. C'est qu'il y a un certain nombre de prix et médailles qui ont déjà été remis. Donc c'est le cas du trophée Landy, qui a été remis au moment du salon d'agriculture. Pardon? Ok, puis on le passera en revue tout à l'heure. Merci, je compte à dire. Oui, il y a des petits problèmes de coordination par moment entre nous. Je suis navré, mais pourtant ça marche très bien. Voilà. Donc, je ne vais pas commenter sur ce que disait Chantal sur le groupe de travail perte, gaspillage et optimisation de la production. C'est un très gros travail. Toutes les sections sont représentées et donc on avance petit à petit. Et donc l'année prochaine, vous aurez l'occasion de voir effectivement la situation. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas brillant en France, mais c'est surtout pas brillant à l'étranger. Donc on n'est plutôt pas plus mal que les autres dans ce domaine, mais on a beaucoup de progrès à faire. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire pour l'instant, donc on passe à la suite. Donc on va commencer par les médailles d'or. Bonjour, je voudrais d'abord remercier l'Académie d'agriculture de France, parce qu'être avec vous cet après-midi, c'est beaucoup d'honneur et de fierté. C'est un peu d'interrogation et de confusion aussi, et puis en tout cas c'est un grand plaisir. Alors comme vous tous, j'ai plusieurs vies. Une vie sportive, désolé d'apparaître avec vous, devant vous avec une lèvre un peu ébréchée, une vie familiale, et je voudrais souhaiter la bienvenue ici au jeune Martin qui vient de nous rejoindre et à qui je dédie cette médaille, j'y reviendrai. Une vie associative engagée pour la protection des dinosaures et de la biodiversité. Je suis heureux de me retrouver ici en compagnie de Michel Mété qui fait partie de cette vie. Et puis bien sûr, une vie de rêve d'ingénieur agronome et de chercheur. J'ai suivi un chemin diversifié à l'INRA, à présent INRAE, qui m'a permis de naviguer entre faire de la recherche, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, sur les mots-clés virus de plantes, agroécologie, sciences ouvertes. Une science belle, utile et partagée, disait François Houllier, que j'ai eu la chance de croiser plusieurs années le long de ce chemin. Alors merci infiniment à celles et ceux qui m'y ont accompagné, et notamment Alain Coleno, Jean Dunès, Thierry Candrès, Hervé Lotte, Murilo Zerbini, Carole Caranta, la Dream Team de la virologie à Bordeaux, puis aussi Marion Guilloux, François Houllier, l'équipe du département santé des plantes et environnement, Sophia Antipolis, et mes adjoints, Christian Boucher, Dominique Roby, Jean-Yves Rasplus, Xavier Rebout, Didier Andrivon, ceux avec qui j'ai travaillé sur le métaprogramme SMASH, toute l'équipe Sciences Ouvertes de la direction de l'INRA ensuite pendant quelques années, ainsi que Claude Ronceret, et puis Pierre Corvol, Joël Alneau, Pierre Ouzoulia, Rose Bernabé, avec qui j'ai travaillé sur l'intégrité scientifique pour la création de l'Office français de l'intégrité scientifique, et puis les équipes de l'ACTA, de l'ANR, et j'en passe et j'en oublie. Et bien sûr, merci à toute l'Académie pour cette distinction qui m'honore, même si je pense à de nombreux autres collègues qui mériteraient d'être distingués peut-être encore plus, en particulier dans le domaine de l'élevage, parce qu'il y a besoin d'élevage pour boucler les cycles agroécologiques. Alors Martin, mon chemin a parcouru un monde qui a beaucoup changé en une génération.
La génération précédente avait fait un travail énorme sur la gouvernance mondiale. Presque un siècle sans guerre sur le sol de territoires aussi grands que l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ça n'était juste jamais arrivé. La faim dans le monde qui régresse, non plus. On s'était prêt à rêver que la planète tout entière y arrive naturellement. Mais ces réussites ont un coût et la croissance économique globale a mis l'environnement sous tension. Alors notre génération a découvert des défis eux aussi sans précédent. Le défi d'alimenter sainement un jour 10 milliards d'êtres humains. Le défi de la biodiversité dont nous sommes une partie. Le défi du climat qui nous conditionne. Et notre génération a quand même progressé sur des sujets qui nous étaient chers. Le chercheur observe que la recherche croise plus volontiers les disciplines, qu'elle s'ouvre plus volontiers sur la société, qu'elle a des opportunités encore plus grandes pour le faire chaque jour et encore mieux. C'est une nécessité face aux défis globaux. Le citoyen constate que la biodiversité revient parfois. Certains grands rapaces, les cétacés, certains habitats qui sont dépollués. Donc tu vois Martin, ça c'est des progrès qui doivent nous encourager. Parfois ça marche, on a bien fait de se retrousser les manches. Mais on a progressé dans notre ligne de nage, mais pendant ce temps, tout autour, ça s'est frité. La recherche est entrée dans des routines qui risquent parfois de lui faire perdre du sens. Les préoccupations climat et biodiversité se sont accélérées à un point incroyable et se sont élargies beaucoup plus vite que nos quelques réussites. Et ce qui est encore plus grave, c'est que des consensus fondateurs se sont effrités. La relation à la connaissance, l'importance et même le statut de la connaissance sont questionnés aujourd'hui. Simplement la façon dont on avance. Non seulement parfois on n'accélère plus, mais non seulement on freine, mais on voit même des fois où carrément on fait demi-tour. Et suivez mon regard, il y a des exemples récents en France où des lois rétrogrades dans les domaines agriculture, dans le domaine biodiversité, dans le domaine climat. Les progrès en termes de gouvernance mondiale sont remis en cause. L'Europe n'arrive pas à passer la 3e vitesse. Et pendant qu'autour, les empires ne se contentent pas de se regarder en chien de faïence, les voilà qui se mettent à s'affronter de nouveau. Alors Martin, est-ce qu'il faudrait baisser les bras? Est-ce que maintenant il faudrait baisser les bras? Certainement pas. Il faut au contraire consolider et reconstruire les consensus. La place de la connaissance, c'est certain, restera centrale. C'est une condition du succès et la recherche a vraiment une responsabilité importante. Mais le succès demandera aussi de la solidarité, de l'écoute, de l'union. Est-ce que la génération qui prend à présent les manettes saura s'unir face à ces défis mieux que la nôtre? Est-ce qu'elle saura aller au-delà de ce qu'on a vu, c'est-à-dire des succès ponctuels dans un monde qui s'effrite? Est-ce que les peuples et les grands empires sauront s'unir pour une gouvernance mondiale apaisée et pour regarder ensemble vers l'avant? Est-ce que dans ce monde apaisé, la paix, la société et sa recherche sauront s'unir pour partager des idées et partager des réalisations avec les territoires, pour les territoires par exemple, dans le domaine agricole? Alors Martin, désolé, on vous laisse une tâche immense et écrasante. Et vous n'avez pas le choix, ta génération et celle qui vous précédera devront réussir là où les précédentes ont fait un bout du chemin et ont laissé s'effriter le reste parfois. Et c'est pour ça, Martin, que cette médaille dont je suis fier, je te la dédie. Parce que les médailles, c'est plutôt des encouragements à titre posthume d'habitude. Alors que vous en avez besoin dès maintenant d'encouragement et vous les méritez dès maintenant. Alors, haut les cœurs. L'élevage du Massif central a aujourd'hui atteint le sommet à 1465 mètres au pied de l'émetteur du Puy-de-Dôme. Les organisateurs du sommet de l'élevage, qui se tiendra de vendredi à dimanche à Cornon d'Auvergne, ont présenté les vedettes de la manifestation, en l'occurrence les principales races rustiques du Massif central, Salers, Limousin, Aubrac et Charolaise. Quand on voit ces images, c'est le début d'une grande aventure. Nous avions dans le département du Puy-de-Dôme le sommet du Puy-de-Dôme et c'est ce qui a donné le nom en fait de sommet de l'élevage. On a considéré que sommet, c'était aussi le sommet de nos races à viande. La première édition, tout d'abord, je dirais que pas beaucoup de personnes n'y croyaient à cette aventure, mais je crois que la première édition a été globalement un succès, ce qui nous a encouragés. Et j'ai le souvenir d'un journaliste qui me disait, vous savez, vous avez 2 étapes, 3 ans et 5 ans. Si vous passez les 3 ans, c'est une première étape. Si vous passez les 5 ans, vous avez à peu près être sûr d'avoir gagné votre initiative. Le sommet de l'élevage comptait après dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'élevage, que ce soit politique ou professionnel, pour faire passer des messages. Ça, pour moi, c'est une image forte, c'est une image, je dirais, déterminante sur ce qu'est devenu sommet de l'élevage. Puisque
le président Giscard venait inaugurer, trouvait que c'était une bonne initiative, et c'est un message que je lui ai fait aussi passer en disant: Monsieur le Président, si vous pensez qu'il y a un intérêt pour notre région, il faudrait qu'on ait des équipements à la hauteur. Je pense que Sommet de l'élevage a été certainement le déclencheur de la décision de construire la Grande Halle et ensuite le Zénith. C'est un moment très fort, ça. À titre personnel, j'étais très honoré d'accueillir un président de la République dans une manifestation qui est destinée d'une part à nos agriculteurs, les femmes et les hommes qui travaillent, à une région aussi et à une économie. Ça voulait dire que derrière cette visite, il y avait réellement une volonté de prise en compte par les pouvoirs publics et le président de la République d'aider cette région et surtout ses éleveurs. Les pouvoirs publics attendaient un sommet de l'élevage, les propositions, et c'est au cours de sommet de l'élevage qu'il y avait des réponses qui étaient données. Il fallait mettre en valeur un peu plus nos races à viande à l'étranger. Mais c'est aussi d'amener des visiteurs qui viennent découvrir nos régions et nos races sur place, dans quelles conditions elles sont élevées et dans quelles conditions ils peuvent les importer chez eux. Et on peut constater que nos déplacements dans les pays étrangers ont fait en sorte que des hauts responsables professionnels et politiques venaient à Sommet de l'élevage. Il y a une telle importance, que ce soit au niveau national, européen et mondial, que tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'il y ait continuité du développement et que ça reste dans un esprit convivial et que ça apporte aussi à l'économie de nos régions, de notre pays et de l'Europe. Avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui, on a besoin d'être fort en France et en Europe. Bonjour, je suis Christine Le Souder, aussi dénommée Christine Cunin-Le Souder dans la vie courante, et j'ai 61 ans. Je vais vous présenter quelques points forts de ma carrière. Alors au départ, je suis originaire de la région parisienne, mais j'ai démarré dans l'agriculture par l'enchaînement de plusieurs écoles et formations. En effet, après un bac général, j'ai obtenu un BTS agricole, production végétale, puis j'ai intégré l'INAPG, Paris-Grignon en 1984, et j'ai enchaîné par un doctorat de l'INAPG en sciences du sol. Ainsi, en décembre 1990, j'ai soutenu ma thèse sur l'effet d'un conditionneur minéral de sol pour lutter contre la croûte de Batance. Cela fait suite à des travaux de recherche que j'ai menés dans les stations INRA de Versailles, mais aussi à Orléans et Laon. En 1991, j'ai intégré l'Institut technique des céréales et des fourrages, l'ITCF, aujourd'hui Arvalis, à la station expérimentale de Boigneville, au sud de l'Essonne, pour travailler sur la fertilisation des grandes cultures et essentiellement les céréales à paille au départ. Parmi mes dossiers, j'ai essentiellement particulièrement œuvré dans le transfert de la méthode de raisonnement de la fertilisation PK, phosphore et potassium. Cela passe par de la communication, bien sûr, mais aussi la création de supports pédagogiques et la participation à l'élaboration d'un logiciel de plan de fumure, FertiWeb, fruit d'une collaboration entre Arvalis et le laboratoire Auréa Agrosciences. Ensuite, dans ma recherche de toujours plus de liens et d'échanges entre les différents acteurs de la fertilisation, j'ai pris des responsabilités au COMIFER, au Comité français d'études et de développement de la fertilisation raisonnée. Après 17 ans d'animation du groupe PK,
J'ai été élue à la présidence du Comifère en 2014. Et donc j'étais présidente de 2014 à 2018. Et lors de ma présidence, en particulier, j'ai œuvré pour la création de 2 postes au Comifère, dont un chargé de mission en réponse à des missions demandées de la part des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement dans le contexte de la mise en œuvre de la directive nitrate. Voilà, et aujourd'hui je suis toujours à Arvalis, à Boigneville, et j'ai des dossiers aussi sur les indicateurs biologiques des sols. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis Michel Mettel, ancien directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux. L'aventure de la politique agro-environnementale à LPO est née, on va dire, à la fin des années 80, quand la LPO a lancé un programme Sauvons les marais de l'Ouest, qui visait à enrayer la disparition des zones humides. Il y a eu, dans les années 80, de l'ordre de 20 000 hectares qui ont disparu dans les marais de l'Ouest. Nous étions à court de solutions pour endiguer cette politique agricole qui conduisait à la disparition de populations de vanneaux, de populations d'oiseaux en général et puis de biodiversité. De là, cette campagne nous a fixé des objectifs, notamment l'application d'un règlement européen qui s'appelait l'article 19, qui permet à des agriculteurs de concilier agriculture et environnement en primant des zones humides qui restent en l'état et qui sont soumises à l'élevage. Mais nous ne sommes pas limités en fait aux zones humides. Les mesures agro-environnementales ont également concerné les zones de plaine agricole pour sauver une espèce comme l'outarde canepetière. La LPO a lancé une autre initiative, c'était de créer une lettre agro-environnement info qui a été publiée pendant une quinzaine d'années à partir de 1993 et qui faisait la promotion des actions agro-environnementales et qui était destinée à tous les partenaires agriculteurs, conseillers agricoles et environnementaux qui s'occupaient en fait des opérations locales. Et puis, elle a organisé un certain nombre de colloques nationaux au ministère de l'Environnement. Et enfin, elle a développé un programme intéressant qui regroupait des agriculteurs de l'agriculture biologique, du réseau phare et du réseau CIVAM, sur le thème « Comment les agriculteurs peuvent sauver la biodiversité dans leur exploitation ». C'est ainsi que 137 exploitations ont expérimenté pendant 5 ans des mesures particulières et adaptées pour enrichir la biodiversité sur leur territoire. Alors, ces politiques en fait, agro-environnementales initiées par l'ALPO ont permis en fait, de sauver la plupart des zones humides qui étaient liées aux prairies et zones boisées. Je veux parler des vanneaux, des limicoles, des hérons bien sûr, mais également mammifères comme la loutre qui s'est beaucoup développée en accompagnement de ces mesures. Et puis enfin, l'ALPO a évidemment, à partir de 1992, suivi attentivement la politique agricole menée dans le pays, donc s'est investi au niveau européen, au niveau national et au niveau des régions pour définir, développer et s'entendre avec les agriculteurs pour développer les fameuses mesures agro-environnementales. Bonjour à tous, mon premier lien avec l'agriculture, c'est l'exploitation agricole dans laquelle je suis né, au cœur du Lauragais. Dans les années 1980, au début de ma carrière, j'ai beaucoup œuvré dans le cadre de la relance agronomique pour démocratiser la simplification du travail du sol. En particulier ce que l'on appelait le semi-direct, ou maintenant ce que l'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Au fil des années, l'agriculture est devenue un sujet de société qui intéressait tous les citoyens. Produire, oui d'accord, mais en respectant l'environnement et la qualité de l'eau en particulier. C'est ainsi que j'ai participé avec une équipe pluridisciplinaire à mettre au point des outils de diagnostic pour évaluer l'impact des pratiques sur le milieu et la qualité de l'eau. Les années 90 et 2000 ont vu l'essor de l'aide à la décision, notamment pour porter l'utilisation raisonnée des intrants. De nombreux outils sont apparus sur le marché pour aider les agriculteurs à optimiser les pratiques et j'ai participé à leur développement et plus particulièrement à celui qui utilise des images satellites pour conseiller les agriculteurs. L'aventure FarmStar commençait en 2000 et concerne aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'hectares. Pendant ce temps, la notion d'approche globale des techniques agricoles faisait son chemin. C'est sous le terme d'agroécologie qu'elle s'est développée par la suite.
avec l'aide de quelques experts et sous l'égide de l'ACTA, nous avons développé pour le ministère de l'Agriculture un outil d'évaluation des pratiques agroécologiques qui est toujours en service aujourd'hui et qui s'appelle Diag Agroéco. Les années 2000 sont aussi marquées par les premières conséquences du changement climatique. Les ministres de l'Agriculture et celui de l'Environnement lancent en 2020 le Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. J'y ai contribué avec mes collègues de l'ACTA et des instituts techniques pour identifier les leviers de résilience au niveau de l'exploitation agricole. Une matrice de plus de 100 leviers pratiques a ainsi été identifiée et fait l'objet d'une amélioration continue pilotée aujourd'hui par le RMT Climat. Un autre grand défi se fait jour, en superposition au changement climatique. C'est celui de la réduction des produits phytopharmaceutiques qui entraîne ponctuellement des impasses techniques pour certaines filières. Le ministère de l'Agriculture a alors lancé un grand plan d'identification des situations à risque et d'anticipation d'alternatives, le PARSADA. J'ai collaboré activement à ce plan en coprésidant le conseil scientifique chargé d'examiner les propositions de recherche pour la création d'alternatives. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux anticiper les difficultés plutôt que de les subir le moment venu et que l'innovation est le meilleur moyen de faire évoluer les pratiques. En guise de conclusion, je dirais que la science est indispensable pour éclairer la complexité des questions agricoles, mais que le pragmatisme est la meilleure stratégie pour avancer concrètement vers des situations meilleures.